De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne, tous les jours sur Éclair TV, midi, 18h et 23h. On vous parle de tout et même des faits de société. Là, on va parler de violence conjugale et intrafamiliale. Oui, je sais que ça vous touche et que vous vous intéressez de plus en plus à ce sujet. Alors, pour en parler, je reçois bien entendu une professionnelle. Erika Senoage est sur le plateau. Qu'a-nous fait? Ça va, apparemment. Elle est déjà dans le thème, et ça que j'aime bien parce qu'elle a beaucoup de choses à vous dire. Alors, on parlait, bien entendu, apparemment, la journée officielle de sensibilisation, c'est le 25 novembre. Oui, c'est ça. C'est une seule date pendant l'année? Officiellement, oui, c'est la journée dédiée aux violences. Alors, on dit les violences faites aux femmes. Ouais. On parle de violences conjugales et donc de violences faites aux femmes, mais je pense qu'il serait plus adapté de parler de violences intrafamiliales, puisque les femmes ne sont pas les seules concernées par ces violences. Ah, mais parlons-en. Donc, si elles ne sont pas les seules, ça veut dire que les hommes aussi rencontrent des violences dans leur famille? Est-ce que c'est tabou aujourd'hui en Guadeloupe? C'est encore tabou, oui. Alors, pour les femmes, ça l'est. Ouais. Alors, imaginons pour les hommes, ça l'est encore plus. D'oser dire qu'on est dans une relation dominant-dominée et qu'on subit cette relation, Ouais. quelle qu'elle soit, que ce soit vis-à-vis d'une femme ou vis-à-vis d'un autre homme, parce qu'on ne doit pas oublier les différentes formes de couple Ouais. aussi. Aujourd'hui, oui, c'est encore extrêmement tabou. D'accord. Et ça vient d'où justement? C'est le côté vraiment macho, masculin, le fait peut-être qu'on connaît des moqueries aussi. Si on est un homme, on dit ouais, vous savez, ben, ma femme, elle me violente quelquefois. Est-ce que c'est ça? Et surtout, est-ce que même si ça reste tabou, est-ce que ces dernières années, les hommes ont quand même pu sortir du silence? Alors, le tabou, il est en lien avec nos représentations de la masculinité, de la relation de couple, de la relation homme-femme tout court. Il est extrêmement difficile de dire que je subis. Ouais. On a peur du regard de l'autre, on a peur de... Et puis il y a cette culpabilité en disant mais je me retrouve dans cette situation, c'est peut-être aussi de ma faute. Okay. Et puis à côté de ça, on a quand même effectivement aujourd'hui de plus en plus d'hommes, même si tous ceux qui sont concernés n'ont pas encore osé franchir cette porte, mais il y en a de plus en plus qui vont voir les services, donc les différents services, que ce soit des services de police ou des services sociaux, ou encore avocats pour les aider et les accompagner dans cette procédure. Alors, tu as dit quelque chose qui est très intéressant, c'est de ma faute. Comment peut-on se dire c'est de ma faute lorsqu'on subit des violences? Alors, c'est un mécanisme psychologique. Okay. Ça me permet de dire justement, puisque souvent on a pu entendre, si la personne subit, si la victime subit, si elle reste là, c'est parce qu'elle aime ça, ou parce qu'elle veut bien, ou enfin, il y a différentes déclinaisons. Sauf que la personne qui est victime, elle a une relation très particulière avec son agresseur. C'est une emprise, elle est sous l'emprise de cette personne. Et c'est vrai que le mécanisme qui va se mettre en place va faire que la personne qui est victime va penser que forcément c'est de sa faute. Ouais. Elle a fait quelque chose ou elle n'a pas fait. Il ou elle a fait ou n'a pas fait, a dit ou n'a pas dit, a mal fait, c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne manière. Enfin, et puis il y a cette emprise, ce lien d'affection, mais d'attachement, plus d'attachement que d'affection, qui va empêcher de se dire là je suis en danger, je dois m'en aller, je dois prendre de la distance. Mais c'est extrêmement compliqué, j'ai presque envie de dire vicieux, parce que c'est compliqué de sortir quelqu'un d'une relation toxique. Okay. C'est extrêmement compliqué. Alors justement, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu as peut-être des petites techniques à donner déjà aux amis de cette personne qui peut-être se doute de quelque chose? Comment il faut y aller? Est-ce qu'il faut y aller franchement? Dire, hey, tu vois pas que tu es dans un truc qui ne te va pas? Allez, sors de là. Ou est-ce qu'il faut aller petit à petit, faire comprendre? Est-ce qu'il y a des méthodes justement pour faire comprendre que la relation qu'elle vit n'est pas bonne?
Alors, la place de la victime n'est pas enviable. Ouais. Elle n'est pas juste, elle n'est pas, enfin, tout ce qu'on pourrait imaginer, parce qu'elle subit, et parfois les violences sont physiques. Après, il y a d'autres formes de violence. Ouais. Mais je pense que la personne qui est à côté, l'environnement, la famille, les amis, les collègues, ils ont une place qui n'est pas tout à fait agréable non plus. Okay. Soit parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, parce que quoi qu'on en dise, on ne voit pas toujours. Parce que la personne qui est victime, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, hein, c'est pas marqué sur le visage. Donc on ne voit pas, et puis c'est le jour où il y a un drame, on se dit mais jamais il ou elle m'en a parlé, jamais je n'ai rien vu. Donc il y a cette culpabilité qui va ressurgir et qui peut parfois détruire. Donc autre possibilité, c'est qu'elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la personne qui est victime, c'est quelqu'un qui, avant d'entrer dans cette relation et de se retrouver dans cette situation, elle a des loisirs, elle a des activités professionnelles. S'il y a des enfants, ben les enfants ont des activités. Enfin, elle est autonome, elle a sa vie, et c'est petit à petit que les choses vont décliner et que cette personne va, dans le pire des cas, se retirer de toute vie sociale et professionnelle. Donc, quand cette situation se présente, de l'extérieur, on aura envie de dire, bon, ben, il ou elle, il est heureux, elle est heureuse, donc c'est pour ça que je ne la vois pas. Ouais. On n'imagine pas que peut-être la personne vit un calvaire. Elle est trop occupée, voilà, elle fait sa vie, elle construit, Il ou elle, voilà, elle est dans sa love-tance. On l'entend lui dire, mais elle n'a pas besoin de... Pour le moment, on ne la dérange pas, voilà. Alors que la réalité, ce n'est pas ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis que celui qui est à côté, il y a une place qui n'est pas agréable. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, il se rend compte parce que ça va être un bleu, ben, cette fois-ci, elle va arriver un coca ou la bouche, pas ensemble, mais... fissurée, avec une petite blessure, voilà, des entailles et tout, ouais, je vois. Si aujourd'hui, elle a pris la porte, demain, elle a pris... le coin de la table, après-demain, au bout d'un moment, on va bien se rendre compte qu'il se passe quelque chose de pas normal, sauf que la personne victime ne va pour autant pas dénoncer son agresseur. Et donc là, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de patience, mais vraiment beaucoup d'énergie et de non-jugement. Parce qu'on ne peut pas sortir quelqu'un qui est victime de violence sans qu'elle ne soit prête. D'accord. Si la personne n'est pas prête à sortir, on pourra tout mettre en place. Ici, pour parler de la réalité du territoire, il y a des associations, il y a des dispositifs qui sont mis en œuvre pour pouvoir accompagner toute personne qui serait prête à sortir de cette situation toxique. Okay. Mais il faut vraiment que la personne soit prête. Tu parlais de violences physiques, tu disais justement qu'il n'y avait pas que les violences physiques. Non. Quelles sont les autres formes de violence ? On peut citer les violences psychologiques. Alors, on a en violence psychologique les menaces, mais on a aussi les insultes. Hein. Les insultes à longueur de journée finissent par en détruire. D'accord. On détruit l'estime de soi, on détruit la capacité de la personne à réfléchir par elle-même et à faire les choses par elle-même. Et donc, elle crée ce lien de dépendance avec son agresseur. Donc là, c'est sur les violences psychologiques. On a tout ce qui relève du harcèlement sexuel, atteinte sexuelle, viol, la séquestration, et puis l'ultime forme, l'homicide. D'accord. Oui. Alors, on en parlait aussi hors antenne, parce que ça, là encore, c'est vrai qu'on a souvent tendance à rigoler, c'est par rapport aussi à nous, c'est-à-dire que la violence faite aux hommes, tu disais que les hommes pouvaient aussi se faire violer, et là, on se dit, mais c'est quand même pas possible. Et tu me disais même que souvent, on a tendance à croire que les hommes qui subissent des violences sont frêles, minces, mais pas du tout. Il y a des hommes aussi bien bâtis, bien costauds, qui subissent ces violences. Est-ce que là encore, tu peux nous en parler ? Alors, on est vraiment sur les représentations et l'idée qu'un homme, c'est grand, c'est fort, c'est un homme viril, qui s'occupe de soi. Donc, comment pourrait-il subir ? Exact. Peu importe la forme de violence. Sauf ce qu'on a vu, hein, les différentes formes de violence. Un harcèlement moral, psychologique, on n'a pas besoin de faire preuve de force physique, en tout cas. Tout passe
par le regard, par les mots, par le comportement. Si c'est quelqu'un qui est en recherche d'attention et que vous passez votre temps à l'ignorer, c'est une violence. Okay, d'ailleurs, il n'y a pas pire comme violence, l'ignorance. L'ignorance est une forme de violence, d'accord. Oui. Okay. Imaginez, quelqu'un vous parle et... enfin non, on va mettre dans l'autre sens. Vous parlez à quelqu'un, la personne ne vous répond pas. Ouais. C'est horrible. C'est vrai que ça va passer une fois, mais tous les jours, matin, midi et soir, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas possible. Okay. C'est pas possible. Donc, ces différentes formes de violence donc, se manifestent en fonction du type de relation qui aurait été instaurée dans le couple, en fonction de l'histoire de chacun, de son parcours et de ses propres représentations. Vous avez des personnes qui ont grandi dans un foyer où il y a toujours eu des disputes entre les parents. Ouais. Donc, quand ils vont se retrouver, quand ces personnes vont se retrouver elles-mêmes en couple, ben, elles auront tendance à reproduire, pas parce que la personne a fait quelque chose de mal ou a dit quelque chose, mais simplement parce que on va considérer que c'est la manière de faire. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai vu, donc c'est la norme. Je reproduis. Okay. Et c'est donc ce qui me permet d'arriver sur la prise en charge des agresseurs. Parce que ça non plus, on n'en parle pas beaucoup. On a une prise en charge pour les personnes victimes. Et aujourd'hui, on essaie de plus en plus d'aller vers la prise en charge de l'agresseur. Okay. Par rapport à l'exemple notamment que j'ai donné, on a des agresseurs qui... comment je vais dire ça? Qui reproduisent un schéma qu'ils ont vécu dans le passé. Qui reproduisent, mais sans... C'est pas qu'il n'y a pas de violence en eux, mais on a... Il n'y a pas d'intention. La première intention n'est pas violente. N'est pas de faire... C'est juste automatique, si je te suis bien alors. C'est qu'ils ont été programmés en quelque sorte pour la violence et eux-mêmes sont inconscients. Ils n'en ont pas conscience, donc on peut, certains, on peut les accompagner. On peut les déprogrammer. Voilà, on va utiliser ce terme, donc c'est neurologique, on peut faire ce travail avec eux et les ramener à se rendre compte qu'ils font du mal. Mais c'est étonnant ce que tu me dis, c'est-à-dire que même là, souvent, l'agresseur n'est pas forcément conscient du mal qu'il fait. L'agresseur peut aussi être une victime. L'agresseur peut être une victime. On voit tout avec toi aujourd'hui. Justement, est-ce qu'il y a des numéros à appeler? Est-ce qu'il y a au cas où des organismes reconnus ici en Guadeloupe pour aider agresseurs et victimes? Alors, le numéro, c'est le même qu'on peut avoir au niveau national, donc c'est le 3919. Alors, encore faut-il avoir accès au téléphone et avoir le temps de composer ce numéro de téléphone. Sinon, il y a un certain nombre d'associations. Je pense à Initiative économique, je pense à Force, il y a le CIDF aussi, un centre d'information, alors c'est pour les femmes, mais un homme peut aussi être le bienvenu. Et puis à côté de ça, on a toutes les dernières dispositions qui ont été mises en place pour, donc notamment pendant et après la période de confinement. Donc c'est auprès des pharmacies, auprès des médecins, à la police. On peut aussi directement aller voir un avocat. Il y a une sensibilisation qui est faite pour la prise en charge de toute personne qui serait en train de subir une situation de violence. Tu l'as très bien dit parce que le confinement a vraiment mis le doigt dessus. Il y a eu la violence intrafamiliale a explosé. Alors justement, est-ce qu'il y a des professionnels, comme tu viens de le dire, qui ont reçu des formations? Pharmacie, docteur, je ne sais pas, même gynécologue, peu importe, est-ce qu'ils ont été formés justement à repérer quand quelqu'un subit des violences? Alors, le repérage, si je puis dire, il était déjà fait, mais en filigrane. D'accord. Mais l'idée, c'est de se dire, une fois qu'on a compris qu'il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire savoir à la personne qu'on a compris, qu'elle n'est pas seule, qu'on peut l'aider, que la législation a mis en place un certain nombre de choses pour l'accompagner et s'en sortir. Donc oui, il y a eu donc toute cette partie sensibilisation, campagne de formation aussi. On a essayé, parce que jusque-là, ne s'y intéressaient que les professionnels qui avaient cette appétence pour, c'est pas joli de dire ça comme ça, mais pour les violences.
Aujourd'hui, on a ouvert en disant attention, parce que tout le monde peut rencontrer quelqu'un qui subit quelque chose. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui est habillé aux manches, par exemple ici, il fait chaud la plupart du temps, et là, la personne, elle a des manches, elle a un col roulé, il se passe quelque chose, ou quelqu'un qu'on a l'habitude de voir qui est joyeux et qui, voilà, on voit petit à petit, la personne se décline. Il y a des signes comme ça qui alertent, qui doivent alerter, et une fois qu'on les a identifiés, c'est comment on réagit, comment on accompagne la personne. Qu'est-ce qu'on lui dit? Il ne s'agit pas de la blâmer, il ne s'agit pas de faire comme si on n'a pas vu. Ça m'est arrivé de rencontrer une dame qui elle me disait je ne pouvais pas parce que ma mère m'avait dit non, et puis un jour elle m'a dit c'est tant pis pour toi. D'accord, ok. Donc après elle a considéré que si sa propre mère lui disait c'est tant pis pour toi, donc peu importe la personne qu'elle irait voir après, elle tiendrait le même discours. Donc, ça arrive souvent que la famille tienne ce genre de propos, c'est tant pis pour toi, ou limite c'est de ta faute? Ça arrive. Je t'avais prévenu. D'accord. Je savais. Ou au contraire, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie notre histoire, de dire tiens ma fille, tiens Donc ça va aller. Tiens ton ménage, ça va aller. Jusqu'au jour où. Justement, dans notre culture, à l'ancienne bien sûr, nos parents restaient ensemble quoi qu'il arrive. Oui. Est-ce que là aussi, il y a peut-être, je ne sais pas, cette culture de rester dans son foyer, voilà, comme tu l'as dit, qui empêche justement de dénoncer ce genre de violence? Alors, nos grands-parents, parce qu'il faut qu'on remonte, voilà. Je dis nos parents, mais c'est vrai que c'était nos arrière-grands-parents, grands-parents. Ils restaient ensemble, mais les victimes savaient se défendre. D'accord. On savait. Je me ça. Les victimes savaient se défendre. Les victimes savaient réguler. C'était la régulation sociale. On n'allait pas à la police. On n'allait pas à la gendarmerie. Enfin, il n'y avait pas toutes ces choses-là. C'est soit c'était réglé par le groupe familial, donc avec les frères, ou les tontons, ou voilà. Soit on faisait ça dans notre intimité. On connaît les histoires d'huile chaude. Si vous ne connaissez pas les histoires d'huile chaude, demandez à vos grands-parents. Ça va vous permettre aussi de communiquer entre vous. Voilà. Oui. Sauf que voilà, rien que cette parole, ça m'a fait mal. C'est de l'huile chaude, donc peu importe là où ça va. C'est chaud. Voilà. Donc, ça se trouve, tu viens de donner des idées. L'huile chaude, j'y avais pas pensé. Attends, nous sommes là avec l'entrée. Surtout pas, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça, pas de violence, s'il vous plaît. Justement, est-ce qu'il y a des codes aussi, on en parlait aussi en antenne, des mots qu'on peut glisser dans une conversation, le point au milieu de la messe, est-ce qu'il y a des petits codes comme ça pour appeler à l'aide? Pour appeler à l'aide. Donc oui, ce symbole qui a été proposé, dans les conversations, en fait, il ne s'agit pas tant de dire, mais c'est vrai que c'est l'autre, celui qui est en face, qui doit être suffisamment attentif. Et c'est pour ça que je dis que l'environnement a une place qui n'est pas confortable, parce qu'il faut être suffisamment dans l'empathie pour comprendre que là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que parce que la personne qui est en posture de victime, souvent se retrouve dans une situation de culpabiliser, de honte même de cette situation. Exact. Donc, elle va pendant longtemps chercher à camoufler. Après, il y a des choses qui vont transpirer. C'est-à-dire que vous aviez l'habitude de prendre l'apéritif tous les vendredis, et puis il y a un vendredi où elle vous dit non, c'est pas possible, les enfants, alors que peut-être qu'elle n'a pas d'enfants. Mais il faut l'entendre et bon, sur le coup, on va se dire c'est pas grave, mais le vendredi d'après, si ça se reproduit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vraiment cette empathie. Et je sais, aujourd'hui, ça n'est pas évident parce qu'on tend de plus en plus vers cet individualisme qui fait qu'on n'a pas nécessairement le temps, on ne prend pas nécessairement le temps d'écouter et d'observer, de s'observer les uns les autres, en fait. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. On va te réinviter parce qu'il y a plein de choses encore qu'on n'a pas dites. Mais si on veut
prendre des renseignements, savoir comment gérer ce genre de situation, qu'on soit agresseur, qu'on soit victime, qu'on soit homme, qu'on soit femme. Ou enfant. Ou enfant, très important. Justement, quelle est la place de l'enfant dans toutes ces violences? Victime aussi. D'abord victime. Ouais. Ensuite, certains se régénèrent et s'en sortent hein, de ce schéma. D'autres n'y arrivent pas et se retrouvent donc soit victimes, soit agresseurs par la suite. Ouais. Mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de prédestiné. Hein. Chacun peut avoir cette possibilité de s'en sortir. Mais il ne faut pas qu'on les oublie, oui. Il ne faut pas qu'on les oublie parce qu'ils voient tout, ils entendent tout et ils aspirent tout. Oui. Alors si on veut te suivre, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a Facebook? Est-ce qu'il y a Instagram? Vas-y, dis-nous tout. Alors, je suis un petit peu connectée, oui. Ouais. Je fais mon entrée sur les réseaux sociaux. Donc, le site internet, il est en cours d'élaboration, ça vient. Sinon, le Facebook, Apony Consulting, et Instagram. J'ai un compte Link aussi. Ok. Voilà, j'arrive doucement, mais sûrement. De toute façon, tout s'est inscrit juste là. Même sur Instagram, c'est Apony971, tout collé. Vous tapez, vous likez, puis bien sûr, vous lui envoyez des petits messages, même en privé, elle viendra pour vous sauver. Elle est là pour ça. Erika, en tout cas, merci encore une fois d'être passée sur le plateau. Et je t'attends bientôt parce qu'on a d'autres thèmes, bien sûr, à étudier. Il n'y a pas de problème. Tu seras dispo? Oui, oui, oui. J'adore. Elle est souriante, elle est dispo. Tout ce qu'on aime ici. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.